Donc, bonjour à tous. Merci de participer à cette session. Donc, je m'appelle Johan Legrand, je suis responsable commercial de l'Europe du Sud chez Casteaï et je suis accompagné de Skander Belleri qui est Technical Account Manager pour l'Europe. Et donc nous, ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est un super compagnon pour tous les utilisateurs Kubernetes, que vous soyez le maître Jedi du Kubernetes ou un jeune padawan. Là, l'idée, c'est que cette plateforme va pouvoir vous accompagner et on va vous présenter comment. Donc moi, vu que je suis le commercial, vous attendez pas forcément de moi que je rentre dans la technique. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon ami Skander, qui lui va rentrer dans la technique et donc vous présenter la plateforme après, ok? Donc qu'est-ce qu'elle fait cette plateforme? Donc en une phrase, on est une plateforme d'optimisation Kubernetes qui a une obsession, via l'automatisation, de faire en sorte de réduire vos coûts tout en n'impactant pas la performance. Parce que l'idée, c'est pas de cutter et d'aller voir votre CFO ou votre DSI et dire ah, « t'as vu, on a enlevé 3 chiffres ou on a enlevé peut-être la moitié de la facture chez Google ou chez Amazon ou chez Azure, mais du coup, on n'a plus de perf. Alors, les applications ne fonctionnent plus. » Non, l'idée, c'est pas ça. C'est qu'il faut voir cette plateforme comme je l'ai dit, un super compagnon qui va faire en sorte d'optimiser au mieux vos environnements Cube. Donc, comme j'ai dit, on est sur 3 plateformes que vous connaissez sûrement, Google, Azure et Amazon, donc dédiées aux hyperscales. Donc c'est vrai, quand on arrive chez les clients ou quand mes équipes, elles pourraient vous appeler, la première chose qu'elles vont vous dire, mais vous voulez pas faire des économies sur votre facture cloud, nous on peut vous aider. Donc c'est vrai qu'on vient forcément avec une idée derrière d'optimiser vos coûts, donc de réduire cette facture. Après, ce qui se passe, c'est que via l'automatisation, via l'obsession qu'a cette plateforme pour optimiser au mieux votre cluster cube, bah c'est là où on rentre en jeu aussi. Donc certains de nos clients font des économies, mais lors du POC se rendent compte même que, tiens, c'est super, on a des events sur la plateforme Cube, et la plateforme peut les prendre en charge. Elle me recommande des choses. Je peux la challenger parce que je ne suis pas forcément d'accord avec elle, et de ce fait, je peux automatiser plein de choses et maintenir mes clusters Kubernetes dans le temps. Donc ce qu'on fait de prime abord, et ça c'est gratuit, vous verrez avec Sander, ça c'est gratuit. Ce qui est fantastique, c'est qu'en 5 minutes, vous pouvez connecter vos clusters à la plateforme, et là, boum, vous avez l'analyse, détail de toute votre plateforme Cube. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir aussi une idée potentielle de l'optimisation que vous pourriez amener sur vos clusters Cube. Ensuite, ce qu'on va faire, et là derrière, on va optimiser. On va optimiser au niveau infrastructure, et on verra après tout à l'heure par les fonctionnalités, et Skander entrera plus dans le détail. On va optimiser au niveau du workload également. Là, ce que je constate, et on entend encore une discussion tout à l'heure avec une personne qui est passée au stand, c'est les développeurs qui, forcément, leur application elle a besoin d'être performante, d'être optimale, et donc souvent request un certain nombre de CPU. Mais dans la réalité, ce qu'on voit, et c'est l'outil qui nous le donne, c'est que finalement, on a peut-être 80% de pertes des fois. Donc finalement, il y a 20% uniquement qui est utilisé. Et donc c'est là où en fait la plateforme va aussi rentrer en jeu. Donc optimiser à la fois au niveau de l'infrastructure, on va essayer de sélectionner les meilleurs nœuds parce que le catalogue chez les hyperscales, il est immensément large. Et tous les jours, peut-être, il y a des nouvelles instances qui sont disponibles, des nouveaux serveurs qui sont disponibles. Un autre point sur lequel Skander rentrera dans le détail, c'est la partie spot instance aussi. Si vous n'êtes pas familier avec les spot instances, c'est des instances un petit peu promotionnelles, mais finalement, qui peuvent à tout moment disparaître. Avec une alerte des hyperscales peut-être 1 minute ou 30 secondes avant. Là, ce qui est intéressant, c'est vu que la plateforme elle est obsédée par l'optimisation, elle va vous prédire, elle est capable de prédire 30 minutes avant quel spot va tomber et pouvoir vous raffecter sur notre spot. Mais si une spot n'est pas disponible, pourquoi pas aller repartir sur du on-demand? Et elle choisira la bonne instance pour vous, le bon serveur pour vous. Donc c'est là où c'est intéressant. Et derrière, parce que souvent, on le verra après, un client me disait « Ouais, mais Yon, c'est super, ce que je vais faire, je vais optimiser, et puis je me désabonne dans 1 an. » Je fais « Oui, tu peux le faire, et ça, vous allez voir après, mais l'idée, c'est pas ça, c'est qu'il faut voir cette plateforme comme votre super compagnon. Elle va vous accompagner dans le temps, elle va maintenir le cluster de façon optimale. Ça, c'est des petits success stories. On m'a demandé tout à l'heure si c'est des clients français. Vous voyez, c'est ça, c'est certaines startups qui nous ont fait des retours, notamment PlayPlay, qui est une startup qui repose sur GKE. Et Shift Technologies, ça c'est intéressant, eux ils étaient sur de l'AKS, et avec déjà un contrat assez spécifique, via des réserves instances, où on a réussi à optimiser au mieux leur infrastructure Cube.
Ça, c'est un peu ce que l'on voit. Je vous partage ça parce que c'est intéressant de se dire que comment la plateforme elle fait pour prédire, pour analyser tout ça. C'est que derrière, au vu des études que l'on a faites et au vu des clients qui se connectent déjà gratuitement à notre plateforme, on a cette capacité d'analyse, d'analyser le comportement de Cube et de pouvoir prendre des décisions et des recommandations pour vous. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est différentes choses. À la fois, c'est de l'over-provisioning. Le fait aussi que les clients ne sont pas encore forcément familiers d'aller sur du spot instance. Donc ça, nous, on est capable de vous accompagner sur ce sujet-là avec cette plateforme-là, de choisir également les bonnes instances. Comme je disais, le catalogue est immensément large. Donc là, l'idée, c'est qu'aussi la plateforme est capable de vous faire des recommandations et derrière, vous êtes capable de l'automatiser. Ça, c'est là où j'en viens. C'est ce client qui m'avait dit, tiens, mais si j'éteins casse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu repars à la normale. Il faut savoir que c'est un agent qu'on déploie. L'autoscaler n'est plus l'autoscaler de l'hyperscale, c'est l'autoscaler CastAI qui prend la main. Donc voilà ce qui peut se passer si derrière, après, vous éteignez le cast, et forcément, si vous le rallumez, vous avez cette courbe qui redescend avec des économies. Pareil là, ce qu'on voit, c'est au moment, et ça, c'est une réalité. Chaque client me dit non, mais c'est du marketing, etc. Nous, on ne vous propose pas ça, on vous demande de tester, vous connectez, et vous choisissez l'un de vos clusters, et vous vous appliquerez un auto-balancer, en fait, l'autoscaling, qui vous permettra sans doute d'arriver à ces résultats-là. Là, ce qu'on voit, c'est avec du on-demand et du spot instance. Donc la plateforme, c'est une plateforme SaaS. Cette plateforme SaaS, donc, comme je l'ai dit, elle est capable de manager les 3 différents hyperscalers, et elle vient avec différentes fonctionnalités. La première, qui est gratuite, c'est la partie observabilité. Et puis après, comme je l'ai dit, elle arrive au niveau des autoscalers, à la fois infrastructure, l'automation au niveau du spot instances, et également sur la partie workload resizing. Derrière, on a une intégration avec Terraform, Crossplane, on est également intégré avec GitLab, etc. Ça, c'est toute la partie, on appelle ça un peu l'audit Kubernetes. Donc une fois que vous vous connectez, là, l'idée, on est capable de regarder un petit peu comment on peut optimiser avec vous, grâce à cette plateforme, vos clusters Kubernetes. Est-ce que je peux te laisser la main? Merci beaucoup. Donc, nous allons voir comment on peut réaliser ce cost saving et quelles sont les capabilities de CastAI pour permettre de réduire la facture Kubernetes. Donc, je prends un cluster qui est déployé chez nous, c'est un cluster de démo. Ça, c'est le homepage sur Cast. On voit la liste des clusters, 100 nœuds, 13 000 CPU, 5.4 TB. Ici, si par exemple, je clique là-dessus, je vais commencer par la partie Dashboard Observability. En fait, le camembert qu'on voit là, il est très important parce que, en fait, dans le camembert, on voit la CPU utilisée par l'application. Oui, ça c'est bien. En fait, ce camembert, il est très important parce qu'on voit la CPU verte qui est used by the application. En fait, la bleue, c'est la request au niveau de workload, et le blanc, c'est ce qu'on appelle wasted resource. C'est ça, en fait, les ressources gaspillées, ce qui est, en fait, l'argent jeté par la fenêtre. Et pourquoi il y a ce ressource, en fait, la partie wasted resource? Parce que les DevOps, ils font de l'over-provisioning, tout simplement. Et c'est grâce à Cast, je ne sais pas si je peux réduire un peu, en fait, ouais, comment je peux, ouais, ça. C'est pas grave. En fait, grâce à Cast, on va réduire la différence entre le bleu, si le bleu, en fait, la partie requested et la partie provisioning. Parce que ce qu'on paye pour le cloud provider, c'est les nœuds, c'est l'infra provisionné. Et ça, on va le faire grâce à plusieurs mécanismes. Je pense que l'écran n'est pas très clair. Hein. Peut-être celle-là. Celle-là n'est pas très claire, oui. Ouais. Donc, dans la partie saving, ouais, sinon je switch. Attends, regarde. Voilà. Désolé. Ouais. Ok, donc ça c'est la différence entre ce qu'on paye et ce que la demande au niveau applicatif. Ça c'est le wasted resource. Comment on va arriver à atteindre 40%, 50% de saving? Quand vous allez connecter un cluster sur Cast, au mode read-only, on va vous donner le prix avant Cast et le prix après Cast.
Et cette gain de cost, c'est presque 52%, c'est grâce à un mécanisme qui s'appelle le rebalance. C'est quoi le rebalance? Sur AWS, par exemple, il y a 250 types d'instances. M5, R5, Compute Optimized, Memory Optimized, Storage Optimized. Donc, les SRE et les DevOps, ils font de guessing à la main. Ils vont dire, allez, on va utiliser la C5 large, c'est CPU. Mais parfois, il faut juste une petite M5 ou T3. Donc, en fait, l'intelligence de Cast, c'est de pouvoir scanner tous les types d'instances sur le cloud et trouver la configuration la plus optimale en termes de coût et de performance. Donc, on voit ici, par exemple, comment on passe de 100 instances à 24. Et on voit le prix, il passe de 43 000 $ à 20 000 $. Et ça, c'est grâce à deux fonctionnalités. L'instance selection et le bin packing. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir 1400 CPU. On a juste besoin d'avoir 640 CPU. En fait, la différence, c'est les coûts qui sont jetés par la fenêtre. C'est en fait la capacité qu'on est en train de payer pour rien. Et là, on voit par exemple le passage sur Spot. On voit que Castia, si vous avez des spots, Castia peut aussi vous aider à sélectionner des spots moins chers. Et ça, c'est très important. Parce que les spots, c'est comme une sorte de stock market. Les prix ne sont pas stables. Ça peut monter, ça peut descendre. Et c'est grâce à Castia, on arrive à maintenir le coût optimal. Parce que tous les soirs, toutes les heures, tous les soirs, on peut faire de node swapping, c'est-à-dire en fait le node rebalance, il peut tourner le soir pour garder le prix le moins cher des spots. Ça, c'est le premier mécanisme, le rebalance. Deuxième mécanisme, c'est si un cluster qui n'est pas sur Spot, on va vous aider à maximiser la partie Spot Coverage par l'identification de ce qu'on appelle les Spot Friendly. Un stateful set, ce n'est pas un Spot Friendly, une database qui tourne, elle ne peut pas tolérer une petite micro-coupure en démarrage. Donc on va vous donner un rapport avec les Spot Friendly Workloads et on va aussi aider les clients à passer sur Spot. Et là, on voit le saving, il passe de 54% à 64%. Parce que j'ai déjà détecté 253 des workloads qui peuvent aller sur Spot. Ce n'est pas un single replica, c'est des workloads qui sont highly available, où il n'y a pas une notion d'état, de state, parce que sinon, en fait, l'interruption, elle peut arriver à tout moment. Et dans le cas, s'il y a un point AI, l'IA, c'est le fait qu'on arrive à détecter l'interruption 30 minutes avant. Donc, on va analyser toutes les régions cloud, AWS, GCP et Azure, et on va déterminer 30 minutes à l'avant quel type d'instance il va être piqué par le cloud provider. Et 20 minutes, 30 minutes, c'est largement suffisant pour créer une nouvelle machine, bouger les workloads et avoir la capacité suffisante. Donc, on a des clients, on a l'équivalent de TikTok en Inde, ils montent jusqu'à 400 000 CPU sur Spot. Il est en full stateless. Toute la prod, elle est sur Spot. Parce que grâce à Cast, il arrive à gérer la partie, ce qu'on appelle interruption handling. C'est-à-dire, il arrive à gérer la partie interruption qui n'est pas en fait facile à gérer. Et c'est-à-dire, à la main, on peut pas faire de bricolage, créer le nœud, bouger le autre. Il faut un software pour tout gérer. Et là, on voit le saving si on passe tous les workloads sur Spot. Là, on voit le saving. On passe jusqu'à 89,8%. Donc, du coup, je reviens sur la partie Spot et j'explique la partie workload right sizing. Yohan, il a bien mentionné qu'on fait de bin packing au niveau des nœuds. On va choisir l'instance la moins chère. On gère les spots. On gère la partie interruption handling. Après, je veux peut-être partager une carte très intéressante. La partie workload, c'est très important parce qu'il y a de gaspillage au niveau applicatif. Au niveau de stateful set, au niveau du workload, les DevOps ils vont mettre 4 CPU, 5 CPU. C'est de guessing. Ils ne savent pas combien exactement l'appli va consommer. Ils ne vont pas être appelés à 2 heures de maths parce que l'appli elle est en OM ou elle est en crash loop back-off ou la prod elle est down, quoi. Donc du coup, ils vont faire de l'over-provisioning au niveau des nœuds et aussi au niveau des workloads. Et grâce à Cast, on arrive à détecter ce qu'on appelle efficiency. C'est-à-dire c'est un score qu'on va donner pour toutes les applications et qui permet de identifier où sont ce qu'on appelle wasted resource au niveau applicatif. Et par exemple, si je clique ici, ça va m'envoyer vers un rapport d'efficiency par workload. Je peux voir la CPU hour gaspillée, c'est-à-dire combien je paye
pour cette ressource qui n'est pas utilisée. Et je vais voir aussi un ranking par dollar. Je prends par exemple ce workload. Je vois par exemple qu'il était provisionné avec... Attends, je reviens. Un peu... Ça sert un peu. Donc ici, je vois que le workload était créé avec 1.4 CPU, mais ils sont en train d'utiliser 0.8. En fait, la différence, c'est ça, l'OS de resource, au niveau applicatif. Castilla aussi propose la partie monitoring gratuite. C'est principalement tout ce qui est breakdown de prix par namespace, par pod, par allocation group, par nœud. Et la partie fichier, elle est très importante parce que là, on voit par exemple la différence entre l'usage, la request et l'overprovisioning. Je disais tout à l'heure qu'on a une carte qui permet de traquer les prix des spots partout dans le monde et partout chez tous les cloud providers. C'est celle-là. Sur AWS, par exemple, si je vais sur la région North 1, c'est Stockholm, la Suède. En termes de prix, en termes de interruption rate, c'est green. Donc c'est pas une région qui est fortement utilisée sur Spot. Par rapport à la US East ou US West, c'est pas le même prix. Donc grâce à Cast aussi, on peut vous dire sur quelle région vous pouvez déployer les spots. On va traquer 3 paramètres. Le premier s'appelle Spot Interruption Rate. Le deuxième, c'est un truc qui s'appelle ICE, c'est Insufficient Capacity Error, et après le prix. Donc du coup, grâce à notre inventaire, vous pouvez trouver l'instance, c'est-à-dire le type de spot le plus disponible et le moins cher. Et on a un mécanisme de fallback aussi. Par exemple, si je reviens sur la console, sur la partie autoscaler, on a une notion qui s'appelle un truc qui s'appelle Node Template. C'est quelle configuration Castilla il va choisir pour créer la machine. Et là, si vous sélectionnez Spot, on a un mécanisme de fallback, c'est-à-dire si la Spot n'est pas disponible, on va chercher une machine on demand qui est un peu plus chère, mais on va peut-être attendre 10 à 15 minutes pour trouver la Spot la plus disponible et faire un fallback sur le Spot. Donc tout est en automatique. Après, si vous avez des applications un peu critiques comme Kafka, des MongoDB, des databases qui tournent et vous voulez mettre un min CPU, un min memory, c'est possible. Donc c'est pas en fait une sorte de black box. Vous pouvez fine-tuner l'autoscaler pour qu'il part sur des nœuds compute optimized ou avec un minimum CPU de 16 ou avec un minimum memory de 24 Go. Ouais, c'est ça. Donc je voulais laisser la moitié pour vos questions-réponses si vous avez des questions. Mais normalement, c'est ça le concept. Donc juste pour résumer, Castilla, c'est autoscaler cost obsessive dans le sens il va choisir, il va prendre des décisions en temps réel qui sont très cost efficient. On va chercher la CPU la moins chère sur le cloud. On va gérer la partie spot de façon automatique, les fallbacks, les interruption handling et tout. Et on va aussi faire de beam packing entre les nœuds et réajuster la request au niveau applicatif. C'est ça, en gros. C'est grâce à ça qu'on arrive à réaliser jusqu'à 80% de saving. Ce qu'on a fait chez Shift déjà, on a passé la plupart de leur monitoring sur Spot et on a réalisé 80% de cost saving sur leur AKS. Des questions? Je ne peux pas demander à Skander de rentrer après dans un détail deep dive. Si vous avez des questions, là maintenant il faut en profiter. Il y a pas mal de choses que l'on fait, on peut détailler en plus. Peut-être aller sur la plateforme. Ouais. Avec plaisir. Je vais y aller. Ouais, moi je donne. Ok, super. Oui, bonjour. Je me demandais comment Cast.ai peut interagir avec des outils d'infra as code comme Terraform. Genre, est-ce que les modifications qui sont poussées sur le type d'instance, qui sont faites sur le type d'instance utilisée, est-ce qu'elles peuvent être poussées sur GitHub, par exemple sur le fichier Terraform? En fait, tout ce qu'on voit sur la console, on peut le faire avec Terraform. 98% de nos clients déploient Cast avec Terraform parce qu'on fournit un module et un provider. Donc, nous sommes déjà
Infrastructure as Code. Ok. Ouais. Après, vous pouvez fine-tuner les paramètres sur Terraform. Tout est possible sur Terraform. Ok, merci, c'est clair. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question, c'était par rapport au workload. Il est capable, du coup, Castea, de détecter qu'il y a des améliorations à faire au niveau des workloads directement. Est-ce que Castea il patch directement le workload pour lui dire de moins prendre de ressources, que la request soit plus basse, ou est-ce qu'il fait, ou juste il donne des recommandations et après c'est au dev ou au DevOps de changer son workload pour qu'il prenne moins? C'est une très belle question. Donc, du coup, comment ça fonctionne le workload autoscalar? On va déployer un truc qui s'appelle une sorte de admission webhook. L'admission webhook, ça va créer des recommandations qui sont des CRD qui sont dans le cluster, et on va intercepter la request et changer le pod. Donc il y a des clients qui déploient de Argo CD, ils ont des contrôleurs pour des rollouts et tout. On ne va pas entrer en conflit avec eux parce qu'on ne touche pas le deployment de TML. On ne touche pas le deployment, on va juste intercepter la request au niveau de pod. Donc du coup, on va patcher la request CPU RAM sur le pod et on va juste rajouter des annotations. Donc il n'y a aucun conflit avec votre source of truth. Ok, parfait. Ouais, super. Ouais. Et tu peux juste nous en dire plus sur les annotations, du coup? Quel type d'annotation et qu'est-ce que tu fais avec? En fait, tout est possible avec Terraform, tout est possible aussi avec les annotations. Les annotations, ça permet aussi de préparer le workload pour qu'il soit géré par Castea. Bon, je vais partager mon écran là-dessus. Là. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Ouais, la configuration. C'est-à-dire, quand vous créez votre stateful set ou votre workload, là je prends cet exemple, vous pouvez activer le workload autoscaler dès le déploiement. Là, oui, je vais peut-être zoomer un peu. Ouais. Vous voyez là? Donc, du coup, c'est ça les annotations. Vous allez préparer le workload avec les annotations pour que Castea prépare la partie recommandation dès le déploiement. Là, on voit par exemple Vertical Autoscaling c'est on, une scaling policy qui s'appelle MyCustom. On a deux types de workload autoscaler policy. Le mode immédiat et le mode différé. Ça, c'est très important. Il y a des clients qui ne veulent pas faire de restart sur leur pod. Ils ont des workloads très critiques, ils souhaitent le faire minuit, pendant une fenêtre de maintenance. Donc du coup, on va attendre les restarts naturels, quand ils vont pousser une nouvelle image ou quand la machine démarre. On a un mode qui s'appelle différé, deferred, ou un mode immédiat pour réagir. On fait de sizing up et sizing down en temps réel, tout ça grâce à la notion de admission webhook. On va traquer les percentiles, c'est le pourcentage des pics observés pendant une semaine, sachant que vous pouvez aussi augmenter cette fenêtre d'observation, et tout ça c'est grâce à cette annotation. C'est-à-dire vous allez créer la politique dans le workload pour qu'il soit géré par Cast, comme vous pouvez aussi le faire via la console. Et si vous voulez partir sur un mode agressif, vous pouvez mettre le max 100% pour la partie overhead, apply threshold. En fait, c'est des trucs que vous pouvez fine-tuner. Ce n'est pas de black box, c'est des paramètres. On donne aux clients la possibilité de fine-tuner le workload autoscaler. Ouais. En fait, c'est clair la question ou pas? Oui, c'est clair. C'est super clair. Et est-ce que c'est possible aussi de le faire tourner en mode juste informatif, sans qu'il fasse d'action? C'est une très belle question. C'est exactement ce que j'ai déjà sur la console. Nous, on recommande d'attendre une semaine avant de commencer à prendre des actions. Et juste pour revenir à votre question, on ne fait pas de recommandation, on prend l'action. Ouais. Notre CTO, il est en fait catégorique là-dessus. La recommandation, c'est une perte de temps. Castea, c'est le brain, c'est le cerveau qui va prendre des actions. Parce que les DevOps, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas que ça à faire. Donc c'est un mécanisme pour prendre des actions en temps réel et donner le temps aux DevOps pour faire autre chose. Ouais. Mais oui, c'est possible de le garder tourner pendant quelques jours en mode read-only. Après, on va commencer à générer des recommandations avec ce qu'on appelle... On a un tag, on a un flag dans le moteur de l'IA qui va dire que à partir d'aujourd'hui, tu peux appliquer la recommandation parce qu'elle est highly confident. C'est-à-dire, on va mettre un score si elle est bas ou... Par exemple, une semaine, c'est largement suffisant pour observer et prendre des actions.
Super. Et alors, je profite d'avoir le micro encore, désolé, une dernière. Avec plaisir. Est-ce que vous exposez des métriques Prometheus ou Bien évidemment. Ok. Ouais, il faut juste aller sur cast.ti et donc après peut-être je prends votre contact et je te montre comment faire. C'est bon, il l'a déjà. Ouais, c'est bon. Ouais, tout ce que vous voyez ici, c'est déjà toutes les métriques qui sont exposées via une endpoint Prometheus que vous pouvez la brancher sur Grafana et tout pour faire de scrapping. Ouais. Avec plaisir. Bonjour, merci pour la conférence. Juste une petite question rapide sur les optimisations et les gaspillages de ressources, par exemple sur un workload qui a été surestimé sur la request. On peut arriver que des fois on ait un besoin sur un conteneur qui au démarrage va faire un build et va nécessairement consommer du CPU et après ne va plus s'en servir. Mais si on met pas cette request là, le conteneur ne démarrera jamais. Est-ce qu'il y a un mécanisme je sais pas, de whitelist ou d'un conteneur, d'un workload en disant celui-là c'est pas grave s'il gaspille un peu? Ouais. En fait c'est ça la réponse. Notre équipe ingénierie Whoop, elle est bien consciente de tous les pain points chez le client. Donc par exemple sur un workload Java, on va traiter le startup time de façon différente. Donc du coup, on a exposé une API pour nos clients, même via l'UI, pour ignorer les premières minutes de démarrage du workload. Donc on est déjà conscient de ça. Et on va aussi détecter en temps réel les pics, un truc qui s'appelle surge. C'est par exemple, imaginons que tu as un site e-commerce et tu as une sorte d'usage stable pendant, je sais pas quoi, Noël ou pendant un événement majeur, il y a un scaling event, on va détecter ça et réagir en temps réel. Parce qu'en fait, la plateforme exporte des snapshots toutes les 15 secondes. Donc c'est du scaling en temps réel. Et juste pour répondre à votre question, c'est bien ça. On va ignorer la partie startup time de Java. Merci. D'autres questions? En fait, j'attends des questions sur comment on gère les spots et tout, parce que c'est toujours la question qui se pose, c'est notre savoir-faire, quoi. Comment on arrive à scanner toutes les régions en temps réel et déterminer le spot le moins cher? Ça, c'est la question qui se répète souvent. On a également d'autres clients qui peuvent participer ou vous faire des retours d'expérience. On en a un gros qui est Gingface, que certains d'entre vous sans doute connaissent, qui est aussi maintenant devenu un partenaire technologique. C'est là où aussi la société, elle n'a que 4 ans. Les fondateurs, ils sont 4. Ils avaient initialement créé une entreprise dans tout ce qui est facial recognition en fait, au niveau smartphone, etc., qu'ils ont vendu à Google. Ensuite, ils ont remonté une boîte dans la cybersécurité où là, ils ont rencontré ce type de problème-là, c'est-à-dire, ils scalaient, en fait, ils ont démarré avec $1000 de factures, et ils sont arrivés à plus d'1 million, revendus à Oracle. Mais en fait, ils se sont dit, mais comment on peut en arriver là? On ne maîtrisait rien, en fait. Et donc, c'est la troisième société qu'ils ont créée, c'est Castéaille, où là, ils se sont dit, bah, nous, on va essayer de vraiment résoudre ce problème-là, et de le faire autour de Kubernetes. Donc là, dans la roadmap qu'il y a, en fait, là, on est très orienté au niveau du compute. Là, on est en train d'arriver également sur la partie sécurité. C'est ce qu'on voit au niveau de la plateforme. Donc, notamment sur la posture de sécurité de Kubernetes, donc la scanner, etc., via l'automatisation, via l'obsession d'optimisation qu'on a et que le moteur a. Et pareil, sur la partie database, on va rentrer aussi sur la partie optimisation de database. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la roadmap. En fait, là, le produit sécurité est déjà disponible. Vous voyez ici. Et la partie database va arriver là avant fin novembre. Et c'est juste en fait, pour revenir sur le fait que tu as mentionné un Gingface. À Gingface, ils font beaucoup de GPU sur les 3 top cloud providers. Et la GPU, elle est très chère par rapport au CPU. C'est presque le même concept pour CastAI. Ils sont en train d'utiliser CastAI pour optimiser la GPU. Et sur notre dashboard aussi, on fournit aux clients une sorte de GPU efficiency dashboard. C'est ça ce que je suis en train de partager. Ils peuvent voir le $ gaspillé pour les GPU. Parce que les GPU sont beaucoup plus chers que les CPU.
Et il y a une sorte de pénurie de type d'instance sur la GPU. Donc du coup, les clients ils sont très très vigilants sur la partie GPU, parce que GPU un problème de coût, c'est un problème de disponibilité, et ils ne peuvent pas se permettre à faire de l'overprovisioning sur des instances Nvidia et tout. Parce que sinon, ils ferment la boutique, quoi. C'est incroyable. Donc, du coup, la GPU, par exemple, une boîte comme OpenAI, leur facture GPU, elle est immense. C'est un truc de fou, quoi. Donc, du coup, CastAI, maintenant, ça devient une sorte de l'outil GPU Optimization Friendly pour pas mal des startups qui font de l'AI et machine learning. Parce que tout simplement, on a appliqué le même concept de compute sur la GPU. Puisque la GPU, pour nous, c'est une ressource de compute, c'est tout. Est-ce qu'il y avait des questions, non, d'autres? Bah, écoutez, nous, en tout cas, merci pour cette demi-heure. On écourte un petit peu parce que voilà, on n'avait pas forcément préparé d'autres choses. Mais en tout cas, vous le savez, si vous voulez nous utiliser, c'est simple. Ça demande juste un code. Vous vous connectez sur CastAI. Vous attachez vos clusters en fait en mode read-only uniquement. Ça, c'est gratuit. Ouais. Et ensuite, vous avez cette visibilité-là que vous a présentée. Bah voilà. Exactement. Vous a présenté Scander. Il faut juste aller sur console.cast.ti. Il faut rien payer. On va juste fournir un agent, il faut le déployer et ça va vous donner la partie observability pour 0$, toute la partie monitoring, le breakdown par namespace, par nœud et tout. Tout ça, c'est inclus dans la plateforme. C'est à partir du fait où vous activez CastAI, on commence à vous facturer. Et notre billing, il est très classique. Ça, c'est la question qui se pose souvent. Comment on facture les clients? On a deux modèles. Un modèle pay-as-you-go, ce qu'on appelle on demand, et un autre modèle qui s'appelle flat rate. On va vous facturer la CPU optimisée, $7, 7,5 $. C'est quoi la CPU optimisée? C'est-à-dire, avant Cast, vous connectez un cluster avec 1000 CPU, on fait du beam packing, on va réduire la request, et du coup, vous allez avoir que 400 CPU. C'est la conf optimale après l'activation de Cast. On va vous facturer les 400 optimisés. Et c'est grâce aux autres mécanismes que vous pouvez aussi réduire l'empreinte CPU. Après, il y a des clients qui font de flat rate, mais le retour sur investissement, il est énorme. On a un client en Israël, ils font de e-commerce. Pour chaque $, ils payent CastAI. Ils arrivent à sauvegarder $8 sur AWS. Donc le ROI, il est fou en termes de retour sur investissement. Ça, ce qu'il faut voir sur ce que vous présente là, ne serait-ce que le modèle de licensing. Tout à l'heure, je suis passé assez rapidement sur la méthodologie. En fait, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est qu'en fait, au moment où vous allez connecter vos clusters, on vous met à disposition un expert, si vous le souhaitez, pour jouer la séquence de rebalancing minimum, c'est-à-dire tout ce que vous avez exposé Scander au niveau du bitpacking, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas des vendeurs de rêve. Les chiffres qu'on vous expose, ça, c'est des prix publics. Donc, ce qu'on fait avec vous, avec votre FinOps ou avec les gens qui maîtrisent les contrats avec vos hyperscales, on va travailler avec vous sur votre condition commerciale que vous avez vis-à-vis des cloud providers pour affiner en fait le ROI. Et le ROI, en fait, on l'affine avec vous, on regarde et ensuite on joue la séquence d'automatisation sur Rebalance. À la fin, on vous remet le résultat. Pour l'instant, vous n'avez rien payé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un audit, en fait. L'audit va vous dire, OK, est-ce que CastAI est vraiment en capacité d'atteindre les savings qui, potentiellement, ils m'ont exposé dans cette phase de read-only. Et à la fin, on vous remet tout ça sous un beau document. Et puis après, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez Scander qui vous fera l'onboarding avec nous et nouvel partenariat. Juste, je voulais revenir sur l'exemple PlayPlay, parce qu'on a fait un case study avec eux. Il y a des clients qui sont un peu inquiets sur le fait que CastAI peut peut-être être un peu lent pour créer de la capacité, parce qu'ils ont beaucoup de spikes. Et là, je suis en train de partager un pattern de 30 jours. Tous les soirs, ils ont de streaming, parce que c'est une plateforme de vidéo, vidéo. Ouais. Création vidéo. Exactement, création de vidéo. Et on voit les pics, et on voit comment ils passent de 0 jusqu'à 1000 CPU en temps réel. Et le plus important, c'est pas ça. Le plus important, on voit le beam packing, c'est-à-dire la différence entre le bleu, entre la request et le provisioning, elle est presque minime. C'est-à-dire le client, il est en train de payer ce qu'il a besoin, c'est tout. Si, par exemple, je reviens sur le slide de Yohan, on voit que c'est quoi en fait l'effet de désactiver Cast? Parce que l'autoscaler chez le cloud provider, il n'est pas fait pour optimiser les coûts. Quand on demande 400 CPU chez AWS, on va voir 1000 CPU, 1200 CPU. Chez CastAI, non. On voit que même pendant les montées en charge, on va suivre la tendance de l'application en temps réel.
tout en gardant un bipacking efficace. Et là, on voit déjà, la différence est presque minime. Et c'est ça le pattern pendant un mois. C'est exactement le même pattern. On monte en charge, on descend de façon efficiente. Ouais. C'est ça que je voulais partager tout à l'heure. Et là, on voit le client qui passe sur Spot déjà, parce qu'ils sont sur Spot. Ouais. Vous faites comment pour sélectionner, pour savoir à l'avance qu'une spot instance va disparaître? Ça, c'est le savoir-faire de Cast, parce qu'en fait, on a un système de machine learning qui va analyser les spots sur toutes les régions, parce qu'on le fait déjà depuis 4 ans. Et on va détecter les interruptions de façon intelligente, dans le sens où si un client qui déploie sur Milan et la C5 4X large sur Milan à minuit n'est plus disponible, on passe l'info à tous les clients qui sont sur Milan. Parce qu'en fait, la façon de scalability, elle est centralisée chez nous. On déploie un agent chez le client, il ne fait rien cet agent. La prise de décision vient de notre cuisine interne, vient de notre backend. Donc du coup, nous on arrive à centraliser la prise de décision pour la partie spot. Parce que tout le temps, on est en train de scanner les régions. On sait exactement ce qui se passe et on voit les patterns. Il y a un pattern Black Friday sur un type d'instance, il y a un pattern pendant Noël, il y a un pattern pendant l'été. Donc on arrive à, si on prend 5 ans depuis la création de Cast, on sait exactement c'est quoi les patterns qui se répètent. Et grâce à ça, on arrive à faire de la détection de spot interruption et on arrive aussi à gérer la partie interruption 20 minutes avant. Okay, donc ce ne sont pas des données, c'est pas à partir de données d'AWS, mais c'est plutôt à partir des données que vous collectez à partir de l'utilisation que font. Exactement. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle un node claim, c'est l'appel API que Castilla lance vers l'autoscaler pour créer une machine. On peut aussi voir combien ça prend de temps, parce qu'en fait pour faire joindre un nœud dans un cluster Kubernetes, c'est entre 2 minutes et 3 minutes. Donc pendant 2 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, au lancement de la compagnie, j'imagine que vous ne pouviez pas faire ça, vu que vous n'aviez pas assez de clients pour récupérer. Je pense que le success story, c'est qu'on a eu un grand client au Canada qui voulait investir sur Cast, et du coup, on a tout fait. C'était notre bac à sable. C'est grâce à ça qu'on a réussi. Parce qu'en fait, la boîte, le but de Castia, c'est ce qu'on appelle dogfooding, c'est-à-dire on était en train de boire notre propre champagne, parce que le CAS elle a été développé pour la boîte de sécurité qui était déjà revendue par les cofondateurs à Oracle. Donc nous, on a eu un problème chez nous de cost et on a créé Cast. Maintenant, Cast, c'est une boîte indépendante.